Eh bien, nous démarrons. Donc, il est 13 heures. Bonjour à tous. Bienvenue au Printemps du microbiote. Donc, je suis Karine Clément et je suis avec mon co-chair Philippe Sexic. Et donc, Bonjour Karine, bonjour à voilà. tous. Et donc cette année, on voulait dédier un petit peu cette session du printemps du microbiote aux enjeux des relations entre le microbiote, bien sûr, et l'immuno-inflammation. Alors on aura durant ce mois-ci jusque fin avril 5 présentations. Dans un instant, Philippe va présenter Camille Dan. Ensuite, le 26 mars, on aura le plaisir d'accueillir Cindy Neuseyer qui nous parlera de cancer. Ensuite, le 2 avril, Harry Sokol qui nous parlera bien sûr de Mickey et du microbiote. Puis le 23 avril, on va vers les enjeux des déficits en IgA associés à la dysbiose, avec aussi donc un gros focus sur ces maladies immunitaires. Et enfin, le 30 avril, Joël Doré nous fera un aperçu des éléments récents, des nouvelles découvertes dans le domaine du microbiote. Et comme l'année dernière, l'enjeu, c'est également de garder un échange pour des questions. Et donc l'année dernière, ça avait été un succès, ça avait été vraiment l'occasion d'un bon échange à la fois avec les orateurs et puis l'audience. Et donc il y aura une session spéciale le mardi 14 mai. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir. Merci, là je vois que les personnes se connectent, donc merci à ceux qui sont connectés. Et je passe la parole à mon coach-chair, donc Philippe Sexic. Merci beaucoup Karine. Et en effet, le printemps commençant demain ou après-demain, demain je crois, on peut lancer ce printemps du microbiote. On est très très content de commencer par une jeune chercheuse recrutée dans notre équipe il y a quelques mois. Le microbiote, vous savez, c'est important, c'est liens directs, indirects avec l'immunité au sens large. Et Camille Dan, donc, qui est chercheuse INSERM, va nous faire un focus sur sa thématique de prédilection, qui est les liens avec les neutrophiles. Donc, je vais te laisser la parole dans une petite minute. Je voulais dire qu'au terme de cette présentation, qui va durer une petite quarantaine de minutes, on aura le temps de quelques questions. Vous pouvez les noter dans le chat ou dans le Q et R. Et vous pouvez aussi, si vos questions sont secondaires à la session, nous rejoindre à la dernière session pour les questions-réponses où Camille sera présente et nous également pour reprendre les questions non posées. Alors Camille, tu peux partager ton écran Ouais. et commencer ta présentation. Merci encore de ta venue. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, Oui. Ok. Donc bonjour à tous. Merci Philippe pour l'introduction. Donc en effet, donc je travaille dans l'équipe de toi Philippe et d'Ari Sokol sur les interactions entre les neutrophiles et le microbiote intestinal et donc dans un contexte toujours à la fois d'homéostasie mais aussi d'inflammation chronique. Euh, alors ça n'avance pas. Ah voilà. ok, ça Euh, marche. Ça marche, ouais. Donc le contexte des Mickey, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc ces maladies regroupent deux grands types de maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite ulcérative, hémorragique, pardon. Et donc, ce qui différencie ces deux maladies, c'est que dans la maladie de Crohn, donc on a une inflammation qui s'étend sur l'ensemble de l'intestin, que ce soit l'intestin grêle et le côlon, avec des inflammations en forme enfin, qui se traduisent par des patchs et avec des phases d'inflammation et de rémission. Alors que dans la rectocolite hémorragique, on va retrouver une inflammation continue au niveau du côlon. Et donc dans ces deux maladies, donc on observe une prévalence qui augmente avec un risque de développer la maladie au cours de sa vie qui atteint 1%. Et qui touchent, sont des maladies qui touchent beaucoup des personnes jeunes, avec 30% de personnes atteintes qui ont moins de 19 ans. Donc,
et de plus, on a des symptômes cliniques qui sont très hétérogènes et qui sont très, très lourds pour la vie, à la fois la vie sociale et la vie professionnelle, avec donc des douleurs abdominales, des diarrhées, des fatigues sévères, de la perte de poids. Donc, qui va toucher, comme je disais, des personnes jeunes en phase de vie active. Et ce sont des maladies pour lesquelles, pour le moment, il n'y a pas vraiment de traitement à long terme. Disons il y a des traitements qui peuvent soulager temporairement les symptômes, des immunosuppresseurs, des anti-inflammatoires, des biothérapies. Mais dans 25 à 80% des cas, les patients doivent avoir recours à la chirurgie et présentent aussi un risque plus important de cancer du côlon. Donc, cette maladie, elle est enfin, ces maladies sont compliquées, notamment parce que ce sont des maladies multifactorielles. Et donc, si on regarde l'IBD, enfin les MICI, donc elles dépendent bien sûr de facteurs génétiques, avec plus de 350 gènes de susceptibilité qui ont été identifiés à ce jour. Euh, et également, ça dépend beaucoup de l'environnement. Donc, que ce soit le régime alimentaire, l'hygiène de vie, la prise d'antibiotiques, on observe souvent, en fait, ce genre d'éléments de l'environnement vont venir déclencher, vont être en fait des facteurs déclenchants de la maladie, euh, qui, qui, après une crise, soit une toxi-infection alimentaire ou une prise d'antibiotiques, l'équilibre intestinal ne va pas pouvoir être retrouvé et la personne va développer une inflammation chronique. Et donc, bien sûr, un autre facteur qui est un petit peu entre la génétique et l'environnement, c'est le microbiote intestinal. Et on observe que dans les Mickey, on a une perte de diversité du microbiote, avec une perte des espèces les plus bénéfiques, comme Faecalibacterium prausnitzii, et au contraire, une augmentation des espèces délétères, comme des Enterobacteriaceae. Et on observe également un rôle causal du microbiote dans les Mickey. Donc ça a été montré soit dans des modèles souris, soit enfin, par toutes les techniques en fait, de transplantation de microbiote fécal. Et donc, on se rend compte que des défauts génétiques induisent une perturbation du microbiote, mais également un microbiote altéré perturbe pas la génétique, mais la réponse immunitaire. Euh, et donc, on va avoir une inflammation chronique qui va se mettre en place avec en fait un cercle vicieux d'éléments qui vont s'enchaîner. Et donc récemment, c'est le projet en fait qui m'a permis d'être recrutée à l'INSERM et sur lequel donc j'ai écrit une revue qui est sortie là début 2024. Donc je me suis intéressée aux neutrophiles dans ce contexte parce qu'en fait quand on s'intéresse aux neutrophiles dans les Mickey, on se rend compte qu'en fait ça nous mène à nous intéresser aux interactions entre neutrophiles et microbiote intestinal. Il y a beaucoup d'éléments qui poussent à cette réflexion. Donc, pour revenir au Mickey et aux différents facteurs, donc ici j'ai ajouté l'immunité parce que c'est vraiment un élément clé dans le développement de l'inflammation. On se rend compte que chez les patients atteints de Mickey, on a vraiment un recrutement massif et prépondérant de neutrophiles dans la muqueuse intestinale. C'est-à-dire que si on fait une coupe histologique, ça va être vraiment un des marqueurs clés de la maladie, la présence de neutrophils. Et également, par exemple, on dose la calprotectine enfin, c'est un marqueur de la maladie. Donc, c'est vraiment lié à l'activité des neutrophiles. Donc, les neutrophiles, c'est des cellules de l'immunité innée, donc qui sont en première ligne de défense contre les pathogènes, qui sont donc essentiels pour maintenir la fonction de barrière intestinale, mais aussi ils sont très importants dans la résolution de l'inflammation, parce qu'ils ont des rôles dans l'angiogénèse, etc. Et donc ils permettent à la fois de protéger, mais aussi donc normalement, s'ils fonctionnent correctement, de revenir à un état d'homéostasie. Mais bien sûr, dans le cas où il y a des dérégulations, euh, euh, lorsque les neutrophiles sont trop activés ou trop nombreux, on observe
des dommages collatéraux au niveau du tissu, puisque les attaques que les neutrophiles vont diriger vers les pathogènes vont aussi affecter le tissu intestinal, entre autres. Et aussi oui, recruter d'autres cellules immunitaires qui va mener à une inflammation chronique. Et donc, quand on regarde d'un point de vue génétique l'ensemble des gènes de susceptibilité qui sont affectés dans les Mickey, déjà, première chose, c'est on se rend compte que, notamment dans le cas de la maladie de Crohn, on a beaucoup de pertes de fonction. Parce qu'il y a des maladies auto-immunes où on va plutôt retrouver des gains de fonction avec des cellules immunitaires suractivées. euh, Alors que ici, l'ensemble des données, enfin, on a, on observe qu'on a plutôt des pertes de fonction, notamment dans les cellules immunitaires innées, ou qui entraînent en fait un défaut de barrière. Et ce défaut de réaction immunitaire première ligne de défense, va entraîner une inflammation secondaire et donc toute une cascade en fait, puisque l'inflammation première n'est pas résolue. Et donc dans la revue, on a réalisé avec Harry cette petite analyse qui montre le niveau d'expression des gènes de susceptibilité au Mickey dans différents types de cellules immunitaires. Donc humaines. Donc ça, c'est basé sur des données humaines. Donc ici, il y a 18 types de cellules immunitaires. Et on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de gènes de susceptibilité au Mickey qui sont très fortement exprimés dans les neutrophiles. Donc il y en a aussi dans d'autres cellules immunitaires. Il y a aussi du rouge en bas. Ici, c'est pas montré sur la slide, mais dans les monocytes, etc. Donc il n'y a pas de souci, il y a d'autres cellules qui sont en jeu. Mais on se rend compte quand même que énormément de gènes de susceptibilité des Mickey sont très représentés dans la population des neutrophiles. Et ce qu'on observe également, c'est que ces gènes en particulier qu'on retrouve, qui sont des fonctions des neutrophiles, on les retrouve en fait à l'interaction avec les microbes. Donc on peut citer des gènes de susceptibilité connus, comme par exemple NOT2, qui est essentiel pour la reconnaissance de micro-organismes et leur phagocytose, ATG16L1 dans l'autophagie, des gènes qui sont importants pour la production de ROS, qui est une fonction première, enfin, très importante du neutrophile, et également par exemple CAR9 qui a un rôle dans l'apoptose des neutrophiles. Et donc, pareil dans la revue, on a fait cette figure bon, qui est un peu compliquée, mais c'est juste pour résumer cette information, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gènes de susceptibilité au Mickey qui impactent les fonctions des neutrophiles à l'interaction avec le microbiote. Donc ici, on retrouve tout le schéma, donc tout le circuit de la production des neutrophiles dans la moelle osseuse. On retrouve déjà ici en bleu des gènes de susceptibilité au Mickey. Puis dans la circulation, la migration dans la circulation sanguine. Et ensuite, au niveau des fonctions du neutrophile dans le tissu, euh, on retrouve plein de gènes qui vont être impactés dans les Mickey. Et un autre élément qui est très intéressant et qui vient conforter notre hypothèse, c'est qu'en fait, dans le cas de maladies immunitaires monogéniques, comme par exemple la granulomatose septique chronique, qui est une maladie avec un défaut fonctionnel du neutrophile, en fait, c'est une maladie monogénique avec une mutation dans le complexe de la NADPH oxydase. Donc en fait, on va avoir des cellules qui vont être capables de phagocyter les micro-organismes, mais pas de les éliminer. Donc on va avoir des infections sévères et récurrentes chez ces patients. Donc ça touche pas uniquement les neutrophiles. Il y a d'autres cellules qui produisent des ROS pour détruire les micro-organismes, mais en grande majorité, les neutrophiles sont concernés. Et chez ces patients, on retrouve à la fois une inflammation intestinale de type Mickey, avec vraiment des symptômes très proches, et une perturbation du microbiote intestinal. Donc voilà, en fait, cette maladie monogénique démontre bien qu'encore une fois, il semble exister un dialogue entre neutrophiles, inflammation intestinale et microbiote. Et donc là, c'était pour vous remontrer la même figure où on a ajouté en rouge les gènes qui sont mutés donc dans différentes maladies monogéniques. Donc je vous ai parlé de la granulomatose septique chronique, mais c'est vrai pour la glycogénose de type 1,
1 ou 1B, où on a également des neutrophiles atteints ou la neutropénie, où on retrouve à chaque fois des gènes, des fonctions du neutrophile affectées et des impacts au niveau intestinal de type Mickey. Donc, dans ce contexte, on s'est posé la question du rôle des interactions neutrophile-microbiote dans l'homéostasie intestinale et dans le développement des Mickey. Et donc, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que en effet, les neutrophiles, via leur fonction de phagocytose, de production de ROS, de production de peptides antimicrobiens ou de composer des granules, vont pouvoir moduler le microbiote intestinal. Et donc plus ils vont être nombreux dans la muqueuse intestinale, donc en contexte inflammatoire, et plus ils vont impacter le microbiote. Et on se rend compte qu'en fait, ils impactent de façon différente de façon différente les différentes espèces du microbiote. Par exemple, Faecalibacterium prausnitzii va être très sensible euh, à l'environnement inflammatoire, oxydant, avec la production de ROS. Donc, on va avoir une diminution, une perte de ces populations, alors que d'autres espèces, comme par exemple les Enterobacteriaceae, qui sont des anaérobies facultatives, vont au contraire profiter, entre guillemets, de cet environnement inflammatoire. Ils vont développer des mécanismes euh, pour pouvoir utiliser justement ces produits de l'inflammation pour mettre en place des respirations qui vont être plus efficaces que d'autres espèces et donc du coup qui va leur permettre de prendre le dessus dans ces environnements-là et aussi notamment de pouvoir d'être plus efficaces pour, euh, pour récupérer les nutriments essentiels que les neutrophiles ont tendance à séquestrer, etc. Donc on va avoir là plutôt une, une action modulatrice sur le microbiote intestinal qui est essentielle en homéostasie pour éviter donc, les infections récurrentes. Mais en cas d'inflammation, on va plutôt avoir un effet délétère de l'environnement inflammatoire. Et donc en retour, le microbiote intestinal est aussi capable de stimuler la production des neutrophiles. Donc ça, on le sait depuis une trentaine d'années, parce qu'en fait, il a été observé que dans des souris germ-free ou bien traitées aux antibiotiques, on avait une réduction drastique du nombre de neutrophiles dans la moelle osseuse. Donc ça, déjà, de base, il y a un lien fort qui était connu. Et, mais cependant, donc, ça, c'était au cours des 30 dernières années. Au cours des 10 dernières années, il y a eu quelques études qui se sont intéressées de plus près aux produits microbiens qui pouvaient réguler les fonctions des neutrophiles, mais les données restent encore limitées. Donc, il y a quelques papiers sur, par exemple, le LPS, les acides gras à chaîne courte, les acides biliaires. Mais c'est vrai que par rapport à l'information qui est disponible sur les interactions entre lymphocytes T et microbiote ou avec les macrophages ou les cellules dendritiques, c'est des interactions qui sont encore très peu connues, très peu étudiées. Et donc là, pour faire un petit point sur, par exemple, ce qui est connu, donc cette étude qui date, enfin ces études qui datent d'une vingtaine d'années, qui ont rapidement montré que dans ces souris germ-free ou traitées aux antibiotiques, l'administration de LPS seulement suffisait à restaurer complètement la production de neutrophiles. Donc on voit déjà que en termes de production, le microbiote est essentiel. Et en termes d'acides gras à chaîne courte, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'ils étaient capables d'activer les neutrophiles avec une capacité à induire la formation de NET, donc c'est les neutrophiles extracellulaires TRAP, qui sont une forme d'attaque des micro-organismes, mais aussi une activation des phénomènes d'apoptose et de migration. Mais en parallèle, il y a aussi des études qui montrent des résultats opposés, avec par exemple une étude qui montre que l'acétate, dans un modèle de colis de type DSS dans des souris germ-free,
l'acétate avait plutôt tendance à réduire l'apoptose des neutrophiles, la production de ROS et l'activité de phagocytose. Et également, le butyrate a été montré plutôt avec un rôle régulateur, avec une réduction de la production de médiateurs pro-inflammatoires, euh, euh, et aussi de leur capacité de migration et de formation nette. Et ça a été montré à la fois dans le sang humain et dans des modèles de colite. Donc c'est des études qui sont intéressantes, qui, qui, enfin, qui sont convaincantes, on va dire, mais il y a beaucoup de, de contradictions entre les résultats et de variabilité entre les conditions d'études. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de consensus sur l'effet des produits du microbiote sur les neutrophiles, mais je pense que oui, il y aurait beaucoup de choses à faire. Euh, donc voilà pour l'introduction. Et maintenant, je voulais vous parler en fait du projet de recherche qui m'a mené à m'intéresser aux neutrophiles. Donc quand j'étais en postdoctorat, donc dans l'équipe d'Harry Sokol, et avant j'étais dans le groupe à l'INRA. Et en fait, l'histoire a commencé quand j'ai repris la suite d'un projet qui avait été débuté bien avant par Harry, donc qui s'intéressait aux gènes de susceptibilité CARN9 dans l'inflammation intestinale. Et donc, voilà, je vais vous montrer un peu les résultats que j'ai obtenus et donc le rôle de CARN9 dans les neutrophiles. Donc, CARN9, c'est donc un gène de susceptibilité au Mickey chez l'homme. Donc, c'est une protéine adaptatrice qui est exprimée dans le cytosol des cellules immunitaires innées. Et en fait, CARN9 est activé lorsque certains récepteurs, comme par exemple les dectines 1, 2 ou MINCL, euh, reconnaissent des champignons principalement, mais aussi des bactéries. Et donc, une fois que CARN9 est activée, elle induit la voie de signalisation NF-kappa B qui va mener à la production des cytokines IL-23 et IL-22 et IL-23, qui sont deux cytokines qui sont essentielles pour la fonction de barrière intestinale et de défense de l'hôte. Et donc, dans une première étude qui est sortie en 2013 en gastroentérologie, Harry avait montré que chez la souris, CARN9 était essentiel pour la protection contre la colite. Et il y a d'autres papiers aussi qui ont montré que c'était essentiel contre l'infection fongique. Donc, voilà les résultats obtenus lors de cette étude. Donc ici est représenté un modèle de colite de type DSS. Donc en gros, les souris vont recevoir dans l'eau de boisson du DSS, qui est un polysaccharide qui est en fait abrasif pour la muqueuse intestinale. Donc ça va détruire la barrière, ça va induire des nausées, de la diarrhée, éventuellement du sang dans les selles et une perte de poids. Donc là, euh, on voit une perte de poids donc qui est légère au début et qui à 5, 6, 7 jours devient assez intense. Et on se rend compte que les souris mutées pour CARN9, donc ici c'est des souris KO total, sont beaucoup plus sensibles et sont plus sensibles à la colite et récupèrent leur poids initial moins rapidement. Et quand on regarde au niveau du côlon, leur tissu, on voit que les souris wild type sont certes légèrement enflammées à jour 12, mais avec beaucoup moins d'infiltration que les souris CAR9 KO. Donc, il a identifié un rôle protecteur de CAR9 dans la colite. Et ensuite, il y a un autre postdoctorant, Bruno Lamas, qui a pris la suite de cette étude et qui a publié dans Nature Medicine en 2016. Et, et lui, Bruno, a montré que, en fait, CAR9 était capable de moduler les fonctions métaboliques du microbiote intestinal et qu'il le faisait en fait en permettant la production de ligands AHR par le microbiote. Et ces ligands AHR permettent, eux, l'induction d'IL-22, qui est donc très important pour la barrière intestinale. Et il a pu montrer que ce rôle protecteur de CAR9 était dépendant du microbiote.
Et donc, quand moi je suis arrivée en 2017 dans le groupe, mon projet a été de comprendre quels étaient les types de cellules immunitaires et les mécanismes impliqués dans le rôle protecteur de Carneuve dans la colite. Donc, pour commencer, j'ai voulu regarder de plus près le niveau d'expression de Carneuve dans les cellules de la moelle osseuse de souris, puisque certes, dans les publications, on avait l'information que c'était plutôt une protéine exprimée dans les cellules immunitaires innées, mais avec peu d'études où on avait tous les types cellulaires vraiment comparables, enfin réalisés dans des situations comparables. Et du coup, j'ai réalisé un tri et cette analyse a permis de montrer que, en effet, dans les neutrophiles, on a une forte expression de CAR9, mais aussi dans les macrophages, dans les cellules dendritiques et dans les monocytes. Mais par contre, pas dans les lymphocytes T et B. Donc, on avait une expression qui était principalement cellules myéloïdes. Et donc ensuite, on est passé à des modèles vivos. Donc, on a tout d'abord picoté le rôle du gène Carnov avec le modèle RAG, où même en l'absence des cellules TB, on voyait toujours une sensibilité accrue lorsque Carnov était muté. Et on a également généré 3 lignées de souris KO conditionnelles. Donc ça a été réalisé à la PHEA du CRSA par Tatiana Ledan. Et donc ces 3 lignées de souris KO conditionnelles, donc elles étaient toutes Carneuve-Lox. Et ensuite, on a utilisé 3 promoteurs différents devant la craie. Donc soit un promoteur Willinkre qui permet de déléter Carneuve uniquement dans les cellules épithéliales, soit le CD11C qui permet de déléter Carneuve dans les cellules dendritiques et les autres cellules exprimant CD11C. Et également une lignée où on avait une mutation du gène Carneuve uniquement dans les neutrophiles. Et on s'est rendu compte en réalisant le modèle de colis de type DSS que quand on mute Carneuve dans les cellules épithéliales, cela n'a pas d'impact en fait sur la susceptibilité à la colite. On perd cette différence. Même résultat pour les cellules dendritiques. Alors que si on regarde les lignées de souris mutées pour Carneuve dans les neutrophiles, on retrouve une susceptibilité à la colite accrue. Donc pour revenir sur ce modèle, donc ce graphe avec donc ici les souris qui sont mutées pour Carneuve dans les neutrophiles, donc on retrouve une perte de poids augmentée, mais aussi un disease activity index score qui est également augmenté chez les souris mutées pour Carneuve dans les neutrophiles. Au niveau du tissu, on voit que donc voilà, on a une infiltration et des dommages tissulaires qui sont plus importants dans le cas de mutation. Et ce qu'on a voulu voir, c'est donc déjà d'avoir et on a plus d'inflammation, mais est-ce que on a plus de neutrophiles ou pas? Vu qu'ils ont quand même un défaut fonctionnel, on pouvait se poser la question, est-ce qu'ils sont quand même là? Et donc quand on regarde dans le tissu, dans le côlon, on voit qu'en effet, la MPO, donc qui est la myéloperoxydase qui est spécifique des neutrophiles, elle est augmentée dans la muqueuse et c'est la même chose pour LCN2, la lipocaline. Donc, a priori, on peut conclure que les neutrophiles mutés pour CAR9 sont bien recrutés dans le tissu inflammatoire et génèrent une inflammation exacerbée. Et donc, pour comprendre un peu de plus près ce qui se passait, on a réalisé la même expérience, mais cette fois-ci, on a regardé à jour 9. Donc, ça correspond au pic de l'inflammation. Et donc, on a récupéré le côlon de ces souris et on a isolé les cellules immunitaires de la lamina propria. Donc ça, c'est une image que vous devez connaître. Mais en gros, donc, pour ça, on enlève les cellules épithéliales ici qui forment la barrière. Et c'est une technique qui permet d'étudier toutes les cellules immunitaires qui se trouvent dans la muqueuse. Et on a réalisé une expérience de cytométrie en flux
où on a marqué les neutrophiles. Et en fait, on s'est rendu compte que, contrairement à ce à quoi on s'attendait, euh, dans les souris mutées pour Carnap dans les neutrophiles, on avait moins de neutrophiles viables, euh, matures. Enfin, euh, et donc, malgré une inflammation plus importante et une présence de MPO, de l'hypocaline plus importante, on avait moins de cellules viables. Donc, en graphe, en comptage, ça se reflète par voilà, ces données. Donc, on a quand même une bonne diminution. Et donc, on avait cette information qu'on avait moins de neutrophiles viables dans le côlon inflammé, dans les souris mutées pour CAR9, dans les neutrophiles. Donc, pour aller plus loin et puis comprendre les mécanismes, on a voulu regarder in vitro quel était l'impact d'une mutation de CAR9 dans les neutrophiles sur leur fonction. Donc, les neutrophiles, quand ils circulent dans la circulation, enfin, quand ils sont dans la circulation sanguine et qui détectent en fait un stimulus infectieux, ou ils vont adhérer à l'endothélium, le traverser, et une fois dans le tissu, ils vont aller directement donc phagocyter les microbes rencontrés. Donc, ils vont pouvoir les détruire avec la production de ROS dont on parlait tout à l'heure, ou en libérant des composés des granules. Ils vont également euh, relarguer des nets, donc les neutrophiles extracellulaires TRAP, qui sont ces réseaux d'ADN et de protéases qui permet également, donc avec une forte activité bactéricide. Une de leurs fonctions principales également, c'est l'entrée en apoptose, qui permet donc la résolution de l'inflammation. Et ils sont aussi capables de produire des cytokines. Donc voilà. Donc pour mener ces études in vitro, on a isolé les neutrophiles de moelle osseuse en utilisant des colonnes magnétiques et des microbilles LY6G. Et donc là, vous pouvez voir un faxplot avec la moelle osseuse totale, où on voit qu'on a environ 25% de neutrophiles. Et une fois qu'on les a purifiés, on atteint un taux satisfaisant de 95% de neutrophiles, sur lesquels on a pu donc réaliser différentes expériences. Euh, et donc, in vitro, voilà. Et donc, une des choses qu'on a réalisées, donc c'est pas forcément ce qu'on a fait en premier, mais c'est assez visuel, donc voilà, c'est de la microscopie électronique à balayage. Donc, on voit que euh, a, a priori, visuellement, les neutrophiles wild-type ou mutés pour CAR9 ont un aspect similaire. Quand on les infecte avec Candida albicans, on a une réponse dans les deux cas, qui semble également avoir un profil similaire. Et de même quand on les infecte avec des bactéries. Et quand on regarde en microscopie électronique à transmission, pardon, donc l'idée ici, c'était de pouvoir en plus voir éventuellement le nombre de noyaux, le nombre de levures phagocytées, le nombre de bactéries phagocytées, et, de regarder un peu des éléments de structure. On a rien vu de très euh, clair. Enfin, il n'y a rien qui nous a sauté aux yeux. Et donc, on a réalisé d'autres tests comme ça, d'autres expériences qui n'ont pas révélé de différence entre les neutrophiles wild-type et CAR9-KO. Donc, tout ce qui était structure, mais aussi on a réalisé des expériences de phagocytose en cytométrie en flux. Donc, les capacités de phagocytose pure étaient similaires. On a regardé la production de ROS total extracellulaire. Avec une technique au luminol, on n'a pas observé de différence. On a regardé tout ce qui était les voies de signalisation de l'autophagie, enfin les pathways d'autophagie. Euh, Pas non plus de différence flagrante. Et on a mesuré aussi la nétose et on n'a pas vu de différence non plus. Et en fait, un des premiers essais qui a révélé une différence entre les deux génotypes, c'était le Endpoint Dilution Essay, qui est en fait une sorte de killing essay pour la levure, Candida albicans, qui en fait, donc c'est en plaque 96 puis, on met les neutrophiles au fond de on plate les neutrophiles au fond de la plaque. Ensuite, on vient ajouter des dilutions croissantes de Candida albicans. Et il y a une de ces dilutions qui nous permet, en fait, qui est la bonne dilution, qui permet de compter le nombre de CFU formés par Candida albicans au bout de 24 heures.
Et on se rend compte qu'en fait, dans les neutrophiles mutés pour CAR9, on a beaucoup plus de CFU, donc une capacité à tuer le champignon qui est réduite. Et on a pu confirmer ces résultats dans un modèle de colite in vivo avec des animaux qui étaient colonisés à Candida albicans au préalable. Donc on retrouve cette susceptibilité accrue chez les souris mutées pour CAR9 dans les neutrophiles. Et ce qu'on observe également, c'est qu'on a une augmentation du nombre de Candida albicans dans le côlon, mais aussi dans les organes périphériques, ce qui suggère que les neutrophiles mutés pour CAR9 sont moins capables de contenir, de maintenir la bactérie, et donc on a une dissémination plus importante dans l'organisme. Donc on avait enfin un essai fonctionnel qui montrait une différence entre les deux génotypes. Et donc, un autre essai qu'on a réalisé, c'est un test de survie. On a regardé l'annexine 5. Donc, l'annexine 5, ici en vert, elle est capable de s'associer à la phosphatidylsérine qui se retrouve sur la surface externe de la membrane plasmique lorsque la cellule entre en phase apoptotique. Donc, dès c'est un des premiers signaux d'apoptose. Et donc, ça permet de voir à la fois l'apoptose et également, on a fait un comarquage avec un live dead, en fait, qui est un marqueur ici en rouge, qui pénètre dans les cellules uniquement lorsqu'elles sont perméables et donc mourantes. Et donc, ce marquage a révélé que, en effet, chez les souris dans les neutrophiles mutés pour CAR9, on avait une augmentation assez importante du nombre de cellules mortes et également du nombre de cellules apoptotiques, ce qui se traduisait du coup par une diminution du nombre de neutrophiles vivants. C'est ce qu'on avait aussi observé in vivo dans le tissu. Et ce qui était intéressant, c'est que on a réalisé cette même expérience en conditions oxydantes avec de l'H2O2 et on s'est rendu compte que cette différence entre wild type et KO était augmentée en environnement, si on reproduisait en fait un environnement inflammatoire euh, qu'on peut retrouver dans l'intestin. Donc voilà, on avait donc ces deux fonctions qui étaient affectées par l'absence de CAR9 dans les neutrophiles. Et donc pour comprendre les mécanismes en jeu, on a réalisé de la protéomique parce que les neutrophiles sont des cellules à relativement faible activité transcriptionnelle qui ont déjà en fait leur arsenal protéique qui est prêt dans leurs granules. Et donc, on a regardé en fait l'impact de la mutation de CAR9 et de façon surprenante, donc c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup donc de comment on dit de pathways qui étaient up ou down régulés dans les wild type versus les KO et qu'en fait, c'était quasiment que des processus métaboliques, processus cellulaires. Enfin, il y avait énormément de métabolisme qui revenait. Et quand on a regardé à l'échelle de la protéine, on s'est rendu compte que, il y avait beaucoup de protéines des mitochondries qui étaient différentiellement régulées entre wild type et KO. Donc, ça nous a mené sur la piste des mitochondries. Donc, on a fait plusieurs analyses des mitochondries et ici, je vais vous montrer le résultat du TMRM, qui est en fait une molécule qui permet de marquer enfin, qui marque en fait le potentiel de membrane des bactéries, des mitochondries fonctionnelles, enfin actives. Et donc, elle permet aussi d'identifier les neutrophiles qui auraient pour le coup un métabolisme euh, altérés ou qui seraient en apoptose. Et en effet, ici, on se rend compte que, donc ici, on a les neutrophiles qui ont un métabolisme normal, enfin, avec des mitochondries qui ont un potentiel de membrane intact. Et on se rend compte qu'en cas de mutation de CAR9 dans les neutrophiles, on augmente le nombre de neutrophiles apoptotiques ou bien stressés métaboliquement. Donc, pour aller plus loin sur la voie du métabolisme, on a réalisé une analyse SEARS, qui est en fait une analyse du profil métabolique énergétique en temps réel. Euh,
Et ça permet à la fois de suivre le taux de respiration mitochondriale au cours du temps et la glycolyse. Donc on obtient ce genre de courbe. Donc par exemple, la respiration mitochondriale est mesurée via l'OCR, l'Oxygen Consumption Rate, et on se rend compte qu'en fait, même à l'état basal, avant toute stimulation, les neutrophiles Carnave-KO ont une respiration mitochondriale qui est supérieure, plus importante, et une capacité maximale aussi plus importante. Et à l'inverse, si on regarde la glycolyse avec l'acidification du milieu, on se rend compte que la glycolyse est légèrement réduite, même si ce n'est pas significatif. Et je vais préciser qu'en fait, les neutrophiles, à la base, c'est des cellules qui sont principalement glycolytiques, qui ont normalement un faible taux de respiration mitochondriale. Mais ici, en cas de mutation de CARN9, on a cette augmentation. Et si on regarde donc la carte énergétique de la production d'ATP, que ce soit via produit par les mitochondries ou produit par la glycolyse, on se rend compte qu'en fait, les neutrophiles wild type mutés pour CAR9 et wild type ont un profil totalement différent et que les neutrophiles mutés pour CAR9 dépendent beaucoup plus de la respiration mitochondriale pour produire leur énergie. Et donc, une des dernières expériences qu'on a réalisées, c'est de regarder la production de mitosox. Enfin, pas la... Non, c'est le mitosox essai, qui en fait, ça permet de regarder la production de ROS mitochondriaux, qui est en fait un produit, un déchet en fait généré lors de la respiration mitochondriale quand la mitochondrie s'active trop, ou plus la mitochondrie s'active et plus elle va générer ces ROS mitochondriaux. Et quand il y a trop de ROS mitochondriaux, ça induit de l'apoptose cellulaire. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en effet, les neutrophiles mutés pour CAR9 euh, présentaient un taux plus important de mitosox, donc de ROS mitochondriaux. Et donc, on avait plus de neutrophiles qui produisaient beaucoup de ROS mitochondriaux. Et quand on s'est mis dans des conditions où on a bloqué la glycolyse avec un analogue du glucose, le 2-DG, on s'est rendu compte que cette différence de production de ROS mitochondriaux était énormément augmentée. Donc un petit peu chez les wild type, mais beaucoup chez les CAR9-KO. Alors qu'au contraire, si on se plaçait dans des conditions où on bloquait la respiration mitochondriale avec de l'oligomycine A, on avait plutôt tendance à réduire cette différence entre wild type et KO, euh, et également forcément réduire la production de ROS mitochondriaux. Donc la dernière étape, ça a été de regarder la relevance de ces résultats chez l'homme. Et donc, j'ai réalisé des tests de viabilité, donc toujours ce test d'apoptose en cytométrie en flux, sur des neutrophiles purifiés à partir de sang humain grâce aux échantillons de la biobanque Suivitech, des échantillons qui sont obtenus grâce à l'hôpital Saint-Antoine. Donc, c'est une biobanque qui a été mise en place par Harry. Et donc, ça a permis d'avoir ce résultat. On a pu regarder à la fois des sujets sains, mais aussi des patients atteints d'IBD, donc qu'on a appelé contrôle, et des patients atteints de Mickey qui avaient une mutation spécifiquement dans le gène CAR9. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les neutrophiles de ces patients-là avaient également un taux de mortalité qui était plus élevé que les neutrophiles d'autres patients Mickey. Donc voilà, pour conclure, dans ce papier, on a montré que l'expression de CAR9 dans les neutrophiles, mais pas dans les lymphocytes, dans les cellules épithéliales ou dans les cellules CD11C+, était capable de protéger contre la colite chez la souris. Et que, en l'absence de CAR9, on s'est rendu compte que les neutrophiles mouraient prématurément par apoptose et que cela était dû à une dysfonction de leurs mitochondries qui sont en fait suractivées et qui produisent une quantité excessive de ROS mitochondriaux. Et donc, notre hypothèse, c'est que la diminution de neutrophils viables et fonctionnels dans le tissu serait à l'origine de cette inflammation intestinale accrue et
aussi cette susceptibilité accrue aux infections fongiques dans un contexte de déficience dans le gène CARN9. Donc voilà, les détails de ce papier peuvent être retrouvés, enfin de cette étude peuvent être retrouvés ici. Et oui, c'était juste pour revenir sur cette image compliquée. En fait, c'est cette étude-là qui a permis d'ajouter le gène CARN9 à l'ensemble des gènes de susceptibilité au Mickey qui impactent les fonctions des neutrophiles. Et voilà, je voulais vous remercier et remercier donc l'équipe microbiote intestin et inflammation du CRSA, notamment Harry et Nathalie pour leur aide pour lancer, développer ce projet. Et également l'équipe probiote de l'INRA, donc au sein de laquelle j'ai mené cette étude, et tous les collaborateurs qui nous ont permis de faire ces analyses. Et voilà, et à la FHU également. Merci beaucoup. Merci Camille. On va pouvoir passer à la session des questions et des réponses. Mais avant, si vous souhaitez répondre au sondage, voilà, vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre. On était d'une petite soixantaine là à t'écouter, Camille. Merci beaucoup pour cette mise en expérience dans des systèmes un peu réductionnistes, évidemment, parce qu'on a du mal à répondre à toutes les questions, tellement de partenaires dans le jeu. Donc une mutation où on invalide un gène, ça grossit un peu le trait de peut-être ce qui se passe euh, euh, chez tous les malades, et puis évidemment se centrer sur un système cellulaire, évidemment. Mais ça nous permet quand même d'entrevoir un petit peu la part de fonction, un peu ce qui se passe dans ce type de maladie. J'avais une question un peu au-delà du nombre et de la fonction dans la muqueuse des Mhm. neutrophiles au cours des Mickey et au cours d'une stimulation ou d'une reproduction de la Mickey, comme on pourrait imaginer avec ces KO ou ces mutés CAR9. Est-ce que tu as eu l'occasion, parce que moi j'ai été très frappé par des papiers d'immuno qui montraient la présence des neutrophiles dans la lumière aussi intestinale, avec des marquages de LY6 G6, Mhm. 6G, euh, et qui montrait un front un petit peu d'exsudation de neutrophiles dans la lumière intestinale. Donc, tu nous montres que tu les perds, qui gardent un peu les mêmes fonctions quand même, même s'il y a d'autres fonctions que tu ne retrouves pas. Bon, on les perd dans la muqueuse. Est-ce qu'ils sont recrutés via les vaisseaux, bien sûr, et est-ce que tu retrouves une augmentation? Spatialement, est-ce que tu peux un peu mieux nous dire ce que deviennent les neutrophiles dans ces systèmes d'inflammation chronique, quoi? Alors, c'est vrai que les neutrophiles ont la capacité de se retrouver dans le lumen et vraiment d'être projetés au cœur du microbiote. D'ailleurs, ils sont retrouvés quand on analyse, quand on fait à la fois des analyses de séquences bactériennes et humaines dans le microbiote, on retrouve beaucoup les Bien sûr. neutrophiles. Mm. Alors, dans notre étude, euh, on a séquencé le microbiote et dans les... Donc, on n'a pas regardé en fait la présence des neutrophiles dans le lumen, dans le microbiote intestinal. On s'est pas posé Mm. cette question-là, c'est vrai, au départ. Euh, mais par contre, en vue de nos résultats, notre hypothèse, c'est plutôt qu'ils sont là, mais qu'ils meurent prématurément. Euh, donc, je ne sais pas s'ils sont davantage projetés ou pas, mais Mm. probablement que leur métabolisme suractivé fait qu'ils n'arrivent pas à maintenir leur activité dans le temps, en fait. Donc, ils génèrent de l'inflammation rapidement, mais ils meurent trop vite pour vraiment faire le travail et réguler les, les, les infections, enfin, les pathogènes, quoi. Mais non, on n'a pas. C'est vrai que c'est une question intéressante. On n'a pas regardé On a fait le séquençage 16S du microbiote, mais Mm. euh, on n'a pas fait le côté humain, quoi. Ni de morphologie de ce qui se passe dans la lumière chez la souris.
pour voir le nombre Pas, de pas avec, neutrophiles qui non. se forment. Bah, ouais, on a fait de l'histologie, mais sans forcément conserver systématiquement le Les cœur, contenus le luminales. lumen, Ouais, bien sûr. etc. Ok, bien sûr. Non, ouais, on n'était pas allé Philippe, jusque-là encore. je vous interromps, désolé, on a des questions Bien dans sûr. le Q&A. Donc, il y a deux questions d'Amine Zordani. Il y a deux points. En fait, est-ce qu'on peut cibler finalement Carb9 par rapport à la traitement? Enfin, finalement, quelle est la vision par rapport à la thérapie future? Et en fait, sur le rôle du microbiote, est-ce que finalement le microbiome peut moduler Carb9 de façon directe ou indirecte? Et puis l'autre question, c'est le rôle potentiellement de Carb9 dans d'autres pathologies, en fait, en dehors du, du- de l'intestin. Donc, trois points, modulation, traitement, rôle direct, Ouais. indirect du microbiote et l'implication dans d'autres pathologies. Donc là, l'idée de cibler Carneuf dans des thérapies, enfin, ouais, dans la thérapeutique, ça serait l'idée en fait de rétablir la fonction de Carneuf. Donc, c'est vrai que ça paraît compliqué puisque c'est en fait chez ces patients, il y a une mutation. Donc, euh, je ne sais pas si ce serait l'approche la plus simple en fait d'arriver à rétablir cette fonction au sein du neutrophile pour vraiment affecter son métabolisme initial. Je pense que c'est compliqué. Après, l'idée d'utiliser plutôt des métabolites du microbiote ou des petites molécules qui arriveraient justement à réguler la fonction du neutrophile pour lui permettre de conserver ses, ses fonctions effectrices, donc garder un neutrophile qui est efficace, bactéricide, etc., mais en arrivant à le réguler et en évitant la surproduction d'éléments inflammatoires. Euh, je pense que le plus faisable thérapeutiquement, ce serait ça, ce serait s'orienter vers des facteurs microbiens plus facilement administrables et qui auraient par contre une activité plus large pour retrouver un neutrophile fonctionnel. Donc plutôt rétablir les conséquences Euh, fonctionnelles d'une mutation CARD9. Essayer de compenser les conséquences fonctionnelles sur le oui, microbiote et sur c'est le ça. neutrophile. OK. Mm. Sans chercher à les éliminer, Hmm. parce qu'on sait que il y a de l'inflammation si on les élimine, mais à les réguler plus tôt. Mais ça, c'est encore, voilà, on n'a pas encore beaucoup de données là-dessus, mais il y a quand même des études qui montrent que ce serait possible. Et donc, est-ce que le microbiome peut réguler CAR9? Alors, les données qu'on a pour le moment, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait que CAR9 est capable de réguler le microbiote et d'induire la production de ligands HR par certaines espèces. Quand il n'y a pas CAR9, on a moins de ces ligands HR et donc un microbiote qui est moins favorable à une bonne homéostasie intestinale. Mais on n'a pas d'évidence que le microbiote peut moduler CAR9. Vu que c'est une protéine adaptatrice, euh, j'ai 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 pas d'éléments là-dessus. Je peux pas. Pour moi, c'est plutôt dans le sens inverse. Et enfin, pour la question sur Carneuve dans d'autres pathologies, oui, Carneuve, elle est impliquée dans d'autres pathologies et notamment dans beaucoup d'infections fongiques chez l'homme sévères. C'est-à-dire que les Mickey, c'est une chose, mais les patients atteints de Mickey, on va avoir un polymorphisme dans CAR9 avec un nucléotide muté. Et les patients qui ont des mutations encore plus sévères de CAR9 vont pouvoir avoir des infections fongiques au niveau du cerveau, etc. Enfin, il y a vraiment un lien entre CAR9 et les champignons. Et les bactéries aussi, mais beaucoup les champignons. Une autre question de Christine Bourgeois qui te remercie pour ta présentation et qui voulait savoir si tu as pu regarder l'équilibre polynucléaire mature et immature dans tes travaux. Non, non, non,
on s'est concentré sur les neutrophiles matures, ouais, LY6G matures, et toutes les études in vitro ont été faites sur des neutrophiles donc de la moelle osseuse, mais isolés sur la base du LY6G. Euh, donc oui, on n'a pas toute la partie production, granulopoïèse, ça, on n'a pas d'informations. Mais c'est possible que ça touche, puisqu'en fait, les résultats qu'on observe, c'est toujours à l'état basal, même sans stimulation. Donc c'est possible que oui, il y a un impact plus tôt dans la chaîne de production. J'avais un point qui est, puisque en fait, ce printemps du microbiote est consacré finalement à l'inflammation dans toutes ces différentes dimensions. Donc, il y a toujours cette question autour du niveau d'inflammation, plus ou moins Mhm. important. Et Camille, est-ce que, enfin, sur ce que tu as montré, donc du coup sur les neutrophiles, est-ce qu'on peut imaginer aussi finalement des altérations de la même façon, mais dans peut-être des pathologies moins sévères que les Mickey? Et bien sûr, on peut penser aux différents types de maladies métaboliques dans lesquelles tu as vraiment une inflammation bas grade et probablement Mm. pas une altération de ce type plus importante qu'on peut voir dans les Mickey. Et j'imagine que dans les Mickey, tu as aussi différents niveaux d'inflammation. Est-ce que tu Ouais. peux commenter en fait là-dessus? Oui, je pense que à partir du moment où on observe un niveau d'inflammation bas grade, probablement que les neutrophiles participent et probablement qu'il serait intéressant de les réguler, de chercher à les réguler. Jusqu'à présent, les essais cliniques dans les Mickey notamment ont plutôt cherché à soit à les éliminer, soit enfin, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas la solution. Mais par contre, une régulation fine pour éviter justement, oui, ce trop d'inflammation ou ce manque de- d'efficacité fonctionnelle, oui, ce serait intéressant. Il y a encore deux autres petites questions. Est-ce que des approches micronutritionnelles pour réguler l'inflammation, les populations du microbiote, la Mm. barrière ou l'excès de Ah bah oui. Ross pourraient Mm. être intéressants dans le système ou même pour les wikis, quoi. Oui, oui. Bah, j'en ai pas parlé là parmi les métabolites qui sont intéressants du microbiote, mais par exemple, dans les Mickey, supplémenter les souris avec des métabolites du tryptophane, donc les indoles, donc c'est des choses qui sont fortement liées à l'alimentation. Ça permet vraiment de réduire l'inflammation de façon drastique et de protéger les souris en fait dans des modèles bon, de type DSS. Mais oui, c'est sûr que il y a potentiellement une approche alimentaire, voire probiotique ou métabolite microbien, etc., qui serait intéressante ouais, pour réguler au niveau intestinal en plus directement. Ouais. Je pense qu'on en reparlera avec la conférence de Harry. Et puis, il Ouais. y avait encore une question sur la causalité ou la corrélation entre Carnot, neutrophile et Mickey. Euh, si on considère ça une causalité peut-être, quelle est la prochaine étape alors? Alors, pour ce qui est du gène CAR9, pour l'instant, on n'a pas de prochaine étape prévue, pour être honnête. Donc, on a poussé l'étude relativement loin. Euh, en ce qui concerne vraiment les neutrophiles. Euh, mais là, enfin, ce à quoi on s'intéresse davantage, plutôt que de continuer sur le gène CAR9, c'est plutôt de comprendre au sens global comment réguler les neutrophiles via le microbiote. Euh, Même si, oui, poursuivre les études sur CAR9, ça serait très intéressant, mais voilà. Donc, ça a pu servir un petit peu de mise en évidence de certaines Oui. fonctions importantes et maintenant que tu vas creuser entre Mm. les En fait, neutrophiles et c'était le ouais, microbiote ouais, dans c'était une l'inflammation. exploration un petit peu à l'aveugle pour voir les mécanismes. On est tombé sur ce résultat. Donc à l'époque, on n'avait aucune connaissance sur les neutrophiles, etc. Donc ça nous a poussé à s'intéresser à ce sujet. Et c'est ça en fait qui a révélé en fait le manque d'information, mais même du rôle des neutrophiles dans les Mickey. Hmm. Ils sont là, Ouais. oui,
mais on comprend très peu en fait leur rôle dans le développement des Mm. Mickey. Euh, pour pour l'esprit, c'est une cellule un- il n'y a pas de d'hétérogénéité, il y a une fonction, c'est toutes les mêmes, voilà, c'est des fonctions très inflammatoires, pro-inflammatoires, alors qu'en réalité, on se rend compte de plus en plus que il y a une hétérogénéité, il y a des fonctions, il y a une dualité dans les fonctions, que comme toutes les autres cellules immunitaires, c'est plus compliqué que ça, et donc c'est plutôt cet aspect-là Ok, au sens large qui nous intéresse maintenant. très bien. Bon, bah, je crois qu'il est l'heure. On peut Il garder est nos là. questions pour dans un mois et demi, Ok, et peut-être remercier Camille et se donner ah, rendez-vous merci à vous. la semaine prochaine. Karine, est-ce que saurais nous dire la semaine prochaine? Ah, je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure. D'accord. Non, non, mais on l'a mentionné, du coup, je ne l'ai plus en tête, je suis Oui, désolée. peut-être Mais que donc, Mina va nous remettre ah non, ça non, si c'est Cindy Cindy dans Neusillier, je crois. Voilà, voilà, la semaine le prochaine pancréas, sur cancer. Oui, oui, le bien sûr. clinicien. Oui, Tu peux oui. départager Camille. Et bah écoutez, parfait, on se retrouve à 13 heures la semaine prochaine. À la semaine Encore prochaine. merci Merci, Camille, merci Karine, merci Mina Merci pour beaucoup. l'organisation parfaite et à Merci à toi. bientôt. À bientôt. merci, au Au revoir. revoir.